La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Madame, Monsieur, bonsoir, cher public, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue donc à cette première édition de Café Philo pour l'année 2016. L'année 2016 que l'on espère tous être meilleure que l'année 2015. En tout cas, quant à moi, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Littérature et séisme est donc le thème qui nous convie ici ce soir, un thème aussi vieux que le monde. On se rappelle très bien de ce fameux poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire. Donc les auteurs ont toujours eu cette grande difficulté de dire les catastrophes humaines ou naturelles. Comment dire une catastrophe naturelle? Comment rendre compte d'une réalité dans laquelle on est très impliqué en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'écrivain? C'est à ce débat-là que vous êtes conviés ce soir à cette première édition du Café Philo à l'occasion de cette commémoration du 12 janvier, on se le rappelle bien, 2010, ce qui s'était passé. Eh bien, en guise de commémoration, Café Philo vous propose ce soir ce débat sur littérature dans le sillage du séisme. Cette activité rentre également dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire du club signé Araka et aussi qui célèbre la mémoire d'une grande lectrice disparue, Régine Nicolas. Donc vraiment tout un package pour une première édition de Café Philo pour la nouvelle année. On va respecter le format comme d'habitude. Je vous invite donc à vous mettre debout pour qu'on commence à entonner ensemble la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. À présent, nous allons écouter ensemble la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
poderosa y fuerte. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 no. Seguiremos adelante, no, 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 no. Como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Chanson de Café Philo. À présent, nous venons donc de célébrer notre anniversaire en décembre dernier. Vous y étiez certainement. Au début de la nouvelle année, Café Philo aimerait vous formuler ses vœux et c'est à travers le coordonnateur général de l'association que cela va se faire. C'est pour ça que l'on appelle Ralph Jean-Baptiste pour les vœux, pour les mots de la nouvelle année. Bonsoir à vous tous et toutes. Merci donc à Samy Janvier de me passer la parole. Je salue également la présence de Woody Edmé sur ce panel. Au nom donc de l'association culturelle Café Philo Haïti, je vous dis donc bienvenue à l'occasion de la reprise des activités de Café Philo ou des mardis de la philosophie
c'est également aussi l'occasion pour moi de remercier, de féliciter et d'adresser mes vœux les meilleurs à tous ceux et celles qui croient qu'il est encore nécessaire de maintenir en vie cet espace de pensée, cet espace qui n'entend rien faire d'autre sinon libérer la parole. Nous sommes là pour cela. J'espère que cette année sera une année fructueuse pour chacun de nous, pour l'équipe de Café Philo, pour l'équipe de la RTVC, pour le public habituel de Café Philo, vous qui êtes là, et le public télévisuel de Café Philo. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier les proprios de Ambiance Resto Club qui nous reçoivent tous les mardis à pareille heure. J'espère que cet accompagnement, ou si vous voulez ce compagnonnage qui se fait sous l'égide de la philosophie, pourra aller très loin, pourra se pérenniser dans le temps et offrira sans doute la possibilité à Haïti de s'inscrire davantage dans une dynamique de discussion, dans une dynamique de débat. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2016, il y a 6 ans de cela, le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 nous avait mis à terre. Les écrivains ont été les premiers à se sentir interpellés et à écrire des textes qui témoignaient de leur émotion, de leur compréhension de ce qui se passait. 6 ans après, nous en sommes là à nous poser cette seule et même question. Comment fait-on pour se relever de cette catastrophe? Adorno, dans un contexte particulier, avait tenu à dire qu'après Auschwitz, écrire un poème est barbare. C'est à mon sens une boutade. On a beaucoup critiqué Adorno pour avoir dit cela. Je pense pour ma part que le sens de ce propos d'Adorno était de nous inviter à réfléchir sur les actions que nous pouvions commettre, que nous pourrons commettre après avoir connu Auschwitz, après avoir connu une catastrophe aussi douloureuse. Samy vient de parler du désastre de Lisbonne. Il y a eu et il y aura toujours des catastrophes. C'est pour cela que la bibliothèque Araka existe. C'est pour cela aussi que le club signé qui fête cette année son 5e anniversaire existe aussi et est présent aujourd'hui. Ce café philo que nous faisons est possible grâce à cet accompagnement qui existe entre Café Philo et la bibliothèque Araka. Puisque nous sommes jeunes et que nous comprenons qu'il nous faut des espaces de résilience, des espaces de résistance. Il faut pouvoir dire non. Peut-être pas un nom aussi systématique que le nom de Manuel, dans Gouverneur de la Rosée, mais un nom, si vous voulez, intégrateur. Un nom qui puisse permettre à chacun de prendre la parole. Un nom qui puisse s'incarner dans la personne de Woody Edmé, de Yannick Laens qui est là et qui est déjà intervenu à Café Philo, de n'importe qui, comme dirait Jacques Rancière, dans la mesure où il réclamerait son égalité avec n'importe qui. Je souhaite un très bon Café Philo à vous. Je souhaite bon anniversaire au club signé de la bibliothèque Araka. Je dis merci à Samy Janvier pour sa modération. Merci à Woody Edmé. Et j'espère une très longue vie, une très bonne et fructueuse année à Café Philo et à son public. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ralph Jean-Baptiste, je le rappelle. Ralph est coordonnateur général de Café Philo. On va enchaîner avec le débat de ce soir. Avec nous pour faire cette discussion, Woody Edmé est donc directeur des cours privés Edmé, professeur d'histoire et de littérature contemporaine. Woody est donc avec nous ce soir et il va nous présenter ses réflexions autour de la problématique la littérature dans le sillage du séisme. Woody Edmé, bienvenue à Café Philo. Alors bonsoir Samy, merci à tous pour votre présence. Bonne fête au club Araka, signé. Je suis toujours très à mon aise dans cette ambiance parce que j'estime que c'est un des rares forums que nous avons dans ce pays et qu'il faut maintenir à tout prix. Vous parlez ce soir de littérature dans le sillage du séisme. Ça a été pour moi l'occasion de relire certains textes et de me dire que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement en Haïti, qu'on prenne en compte beaucoup plus ce qu'on appelle l'institution littéraire? Pour quelle raison? Vous serez d'accord avec moi que nous avons de grandes faiblesses institutionnelles, nous avons un problème au niveau de l'université, manque de moyens, font qu'il n'y a pas assez de recherche, etc. Et il se trouve que quand on relit nos textes, quand on relit les écrivains haïtiens, on se rend compte que leurs textes posent dans son intégralité la complexité de l'être haïtien et en même temps les problèmes sociaux
économiques, politiques auxquelles nous faisons face. Ce soir, on parle de littérature et séisme. Je vais peut-être faire un grand angle sur littérature et catastrophe et voir comment justement, comme disait Samy tout à l'heure, comment l'écrivain se positionne par rapport à ça et comment il essaye de dire l'inénarrable, ce qui ne peut pas être dit, ce qui nous laisse tous pantois, ce qui nous laisse, je dirais, sans mots. Or, le travail de l'écrivain, qui est justement passeur de mots, c'est de trouver les mots pour dire nos souffrances, pour parler de nos traumatismes. Pas seulement pour les décrire, mais pour partager avec nous aussi une expérience à la fois intérieure et en même temps qui est collective. En d'autres termes, il y a dans la littérature et dans le travail de l'écrivain, forgeur de mots, ce lien entre l'expérience personnelle et la mémoire collective. Et je crois que c'est là qui fait la force, la toute-puissance de la littérature. Et je peux vous dire que, comme le rappelait tout à l'heure le présentateur, les catastrophes ont toujours été dans l'histoire du monde. Et à chaque fois, il a fallu des mots pour les décrire. Et ce sont ces mots qui ont permis beaucoup plus tard à des chercheurs, à des planificateurs de parer aux prochaines catastrophes. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire en Haïti. Il ne faut pas qu'on se congratule seulement quand nos écrivains ont des prix littéraires. Il faut qu'on lise leurs livres. Moi, je me dis, je fais une fable, puisqu'on parle de romans. Je me dis, pourquoi ne pas distribuer des livres de nos romanciers dans les partis politiques, dans les associations, pour que, non pas qu'ils lisent, non pas dans une démarche idéologique, mais dans une démarche de réflexion profonde. Car qu'est-ce qui nous manque le plus? C'est la vision. Qu'est-ce qui nous manque le plus? C'est la réflexion sur l'être haïtien. Beaucoup de gens veulent diriger ce pays aujourd'hui, mais ne connaissent pas ce pays. Et il se trouve que nos écrivains, justement, font ce travail. Roumain a tiré la sonnette d'alarme sur la question de la paysannerie, Jean-Baptiste Cinéas, Yannick Laens. Le pays en dehors, il a fallu attendre un anthropologue étranger, justement, pour que ça fasse plus d'écho. Je pense que le séisme a été une occasion. Le séisme a secoué la littérature haïtienne et a fait en sorte, justement, que d'un point de vue assez large, on est parti du livre de Dany, Tout bouge autour de moi. Dany, pour les jeunes, pour les plus jeunes ici, avant d'être écrivain, il était journaliste à Radio Haïti. Et je me souviens, un jour, en plein midi, Dany lançait un flash à partir de la chapelle Sixtine au bicentenaire. C'était un événement, on disait que la Vierge avait pleuré. Alors, et Dany Laferrière, quand le tremblement de terre est arrivé, eh ben, il s'est servi de son carnet pour écrire tout de suite. Et Tout bouge autour de moi, ce n'est pas un roman, c'est une succession comment on pourrait dire ça, c'est des prises de vue sur la réalité. Et il fallait à ce moment-là ces prises de vue. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, à travers le monde, on parlait d'Haïti, terre blessée, pays brisé, pays maudit. Et Daniel Laferrière dit, mais je ne comprends pas pourquoi on parle de pays maudit, puisque je connais un pays qui a provoqué 2 guerres mondiales et qu'on n'a pas appelé pays maudit. Je connais un pays qui, à partir de ses centres financiers, affame le monde et on ne parle pas de pays maudit. Donc, je crois que l'écrivain Dany, c'est à ce moment-là, il y a eu cette solidarité. Ils ne se sont pas concertés entre écrivains, mais ils ont compris tout de suite qu'il fallait à ce moment-là une autre parole pour parler de ce pays qui venait d'être victime de quelque chose de terrible et qui se relevait péniblement, mais dignement. Et je crois que c'est ça qui était important dans les premiers écrits de l'après-séisme. Je ne sais pas si tu te souviens, Samy, beaucoup d'écrivains à l'époque ont plus ou moins écrit des textes dans les revues françaises. C'était une façon, justement, pour présenter une autre vision de ce pays, pour parler de ce pays, pour être les témoins. Mais pas seulement être les témoins, mais aussi dire eux-mêmes comment ils ont vécu tout ceci.
Et je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que... Si tu permets, Audi, ça a donné naissance à ce fameux texte Haïti parmi les vivants, où il y a beaucoup de contributions d'auteurs qui ont pris le devant pour parler eux-mêmes d'Haïti au lieu de laisser les journalistes étrangers le faire à leur place. Merci Samy pour ce rappel. Donc c'est très important de comprendre cette parole à ce moment-là. Parce que une fois que les événements, que le temps va faire son cours, ce sont les livres qui vont rester. Et aujourd'hui on parle beaucoup quand on évoque le tremblement de terre de Pompéi, c'est à partir de la description de Pline le Jeune. Et aujourd'hui, le mot plinien est resté pour parler justement de quelque chose de terrible. L'Apocalypse dans la Bible, n'est-ce pas, reste ce qu'on a un des grands récits. Et beaucoup de gens se sont moqués de la prétendue superstition des Haïtiens au moment du tremblement de terre, qui ont crié Dieu, etc. Et en fait, tous les peuples face à un événement d'une telle magnitude réagissent de la même façon. À Athènes, à Rome, à Bam, en Iran, même le Japon post-moderne. Chaque fois qu'on est en face à une situation qui nous dépasse, eh bien, on fait appel à des forces qui sont mystiques. Et je crois que tout ceci a été traduit dans les textes qui sont sortis par la suite. Je vais faire une petite digression pour vous montrer que la littérature permet non seulement au lecteur de comprendre le point de vue de l'écrivain, mais aussi a un effet sur l'écrivain. Et comment, de génération en génération, les textes se passent, les mots se passent. Vous connaissez sûrement le journal d'Anne Frank, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent moins le journal d'Hélène Baird, qui est une jeune juive pendant l'occupation allemande de Paris, qui vit une catastrophe. L'occupation de la France et le harcèlement que subissent les Juifs. Elle va à la Sorbonne régulièrement, elle travaille à la Sorbonne, et entre la Sorbonne et sa rue, à quelques pâtés de maison de la Sorbonne, elle a créé ce qu'on appelle un petit espace enchanté, son espace à elle, par rapport à l'agression extérieure, la violence nazie. Et c'est à travers les livres que Hélène Baird, en relisant Keats, en relisant Shakespeare, en relisant Roger Martin Dugard, c'est à partir de ces textes-là, de ces auteurs qui évoquent d'autres catastrophes, et c'est terrible. À chaque fois qu'un événement se passe et qu'elle entend une nouvelle d'une arrestation, d'une descente, elle sort un livre de sa bibliothèque et elle voit que cet événement, dans d'autres contextes, a eu lieu. Tel mouchard a dénoncé un proche et elle va lire la trahison dans Macbeth. Et les mots accompagnent justement la tragédie qu'elle vit. Jusqu'à ce qu'en 1943, son espace se réduit, d'accord? Et finalement, ce qui va se passer, c'est que le livre, les textes, justement, vont faire, quasiment elle ne va plus écrire pour parler de son histoire personnelle, les pages vont être remplies de citations. La vie des martyrs de Duhamel, d'accord? Et à partir de ce moment, elle se dit, mais c'est terrible cette relation entre passé, présent et même futur. Ceux qui vont lire mon journal, sauront-ils le nombre de la détresse qu'on a vécue pendant cette période-là? Est-ce qu'ils pourront reconstituer cette détresse à travers les phrases qui seront devant eux? Donc, il y a dans le texte littéraire, justement, cette capacité de ce pacte de générosité dont parlait Sartre, qui existe entre le romancier et le lecteur. Et c'est ce pacte de solidarité, justement, qui permet à la littérature de transcender le temps. Un autre élément que je voudrais ajouter dans notre réflexion sur le rapport entre littérature et séisme ce soir,
c'est de vous dire que justement, Haïti souffre, et c'est pour ça que j'apprécie l'initiative à Café Philo. La pensée haïtienne n'est pas assez, comment je pourrais dire, favorisée, supportée par des institutions. Et je crois que c'est un des problèmes que nous avons, et je pense que c'est un des problèmes qui fait que quand on parle d'absence de vision en Haïti, qui participe de cette absence de vision, c'est parce que justement, il n'y a pas assez de forats, de lieux, de magazines, de journaux pour dire ce que nous voulons, pour projeter nos rêves. Et je pense que quand on prend chaque texte, ça s'est arrivé en Arménie, après la guerre entre la Perse et l'Arménie au 5e siècle. Par rapport à une catastrophe qui a vu la disparition de milliers, de centaines de milliers d'Arméniens, eh bien, la littérature arménienne a été debout, a tenu sa place. Et cette littérature arménienne a conservé justement ce qu'il y avait de l'Arménie et que les envahisseurs voulaient faire disparaître. Je vous signale qu'Haïti a connu d'autres catastrophes qui n'étaient pas naturelles. On a connu l'invasion étrangère. On a connu les dictatures et à chaque fois, l'occupation américaine, à chaque fois, c'est les romanciers ou les poètes qui étaient là pour justement en témoigner. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans chaque texte sorti, je ne vais pas faire un catalogue, je ne vais pas présenter tous les textes qui sont sortis, mais je vais prendre quelques-uns. Je disais tout à l'heure, pour Daniel Laferrière, dans Tout bouge autour de moi, il fallait témoigner de cette solidarité dont la grande presse avait fait pour simplement s'intéresser à la catastrophe et au pillage, entre guillemets. C'était une parole qu'il fallait dire au monde entier. Mais il y a aussi le texte de Yannick Laens, Faille. Et dans Faille, ce qui est intéressant, c'est ce lien entre les failles géologiques et les failles institutionnelles. Oui, sociales et institutionnelles. C'est ça qui était très important à souligner. Et il a fallu justement... Yannick Laens, à l'époque, travaillait pour sa fondation et se trouvait dans un camp où elle devait réaliser un petit film sur la situation des camps. Et elle a découvert des choses, mais elle a senti que la caméra n'allait pas suffire et qu'il fallait écrire aussi. Vous savez, quand vous avez une douleur, c'est comme si vous le mettez sur du papier, c'est comme si vous prenez vous soulagez un peu et en même temps vous partagez. Et Faye, à ce moment-là, va analyser non seulement le problème justement des institutions, mais les questions de classe en Haïti, la question de la classe moyenne. Tout à l'heure, je vous lirai un petit extrait sur cet aspect de la classe moyenne qui se ruine chaque jour de plus en plus. Et comment le tremblement de terre a mis ces gens. Et comment un pays peut se relever sans classe moyenne. C'est comme une équipe football qui va gagner mi-temps terrain. Donc, je crois que voilà une réflexion intéressante qu'il faudrait que l'université, je dirais, anime. Il y a des bagages nous apprendre en roman, nous sortir de roman et nous servons dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans la politique. Parce que justement, la question de classe moyenne, sont questions sociales, économiques et politiques. Donc, la littérature haïtienne, dans ses meilleurs moments, nous offre du blé à moudre, nous donne justement des éléments pour nous permettre de continuer la réflexion sur nous-mêmes et sur la manière dont nous nous projetons en tant que peuple. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a un texte de Kate Limar sur Canaan. Il y a des gens qui connaissent Canaan en allant à la plage. Aux frontières de la soif. Aux frontières de la soif, quand on ouvre ce livre, eh bien on entre dans la violence de ce bidonville spontané qui a été créé dans le sillage du tremblement de terre. Et là, on découvre l'horreur. Beaucoup de lecteurs ont été choqués, ont eu la nausée.
après l'histoire de ce monsieur, cet ingénieur, architecte, écrivain, qui ne pouvait plus écrire et qui ne pouvait plus faire l'amour non plus, impuissant, et qui justement allait de manière obscène dans ce Canaan chercher des petites filles. Ça a choqué, c'est quasiment l'histoire d'un pédophile. Mais cette histoire, malheureusement, on dit souvent que le roman est un mensonge vrai. Il existe des cas et des cas que le confort petit bourgeois refuse de voir en face, mais que la réalité romanesque nous révèle dans toute sa laideur. Canaan, aux frontières de la soif. Et il a fallu cette jeune femme, japonaise, journaliste japonaise, qui rentre justement et qui va essayer de ramener ce monsieur sur des sentiers plus sains. Mais cette femme est japonaise, elle vient d'un pays du tsunami, de séisme. Il y a là comme un clin d'œil de la solidarité qui peut exister entre les peuples. Voilà, donc chaque texte nous apporte quelque chose. Chaque texte nous apporte une réflexion. Les Jardainesses de Jean-Eiffel Milcé. Un petit texte sans grande prétention, mais qui m'a beaucoup frappé parce que qui pose, tout comme Yannick dans Les Failles, la problématique des ONG. La problématique des ONG, c'est-à-dire le problème justement de ce pays qui est où il y a plein de gens qui se pressent autour du malade pour lui pour prendre soin du malade au risque de l'étouffer. Eh bien, il y a un personnage du roman qui s'imagine que pour la reconstruction, eh bien, et si on transformait le bas de la ville en un vaste potager? Ah, c'est une fable. Mais il y a là aussi ce que Régis Debray appelait la résistance chlorophyllienne par rapport justement au béton, par rapport à la destruction, par rapport à l'enfermement de la pierre. Eh bien, les Jardainesses n'est pas aussi éloigné du réel, puisque aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une nouvelle architecture qui prendrait en compte un environnement qui intégrerait justement le bio, qui intégrerait, n'est-ce pas, les plantes, qui intégrerait la nature. Donc, j'ai découvert, en lisant nos romanciers, des embryons de projets de société. Attention. Mine de rien. N'allez pas dire que j'ai dit, n'allez pas répéter que la littérature aurait une fonction de parti politique, ou une fonction cognitive. Mais un ami écrivain me disait, tu sais, Woody, je suis très sérieux quand j'écris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa parole, il y a une parole citoyenne. Il y a un positionnement. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait une activité pour nous évader. Il n'y a pas qu'évasion, il y a aussi invasion. C'est-à-dire, il y a cette pénétration jusque dans l'être pour essayer de comprendre les mots qui nous affligent. Donc, je crois que c'est très important. Et je vais vous lire quelques extraits de mes lectures, si on peut le faire pour la nouvelle année. On a oublié Cormélé quand même. Il y a eu un soir que je regardais les guides. On a oublié Cormélé de Marvin Victor. Oui, aussi. Marvin Victor. Là c'est un truc superbe. Et je sais que Yannick adore ce texte. C'est superbe parce que dans Cormélé, il y a quelque chose de très haïtien, de très profondément haïtien. Cette femme qui perd son enfant pendant le séisme et qui se retrouve en province, rencontre le père de son enfant à qui elle n'avait jamais dit qu'ils avaient ensemble un enfant. Et qu'on y a quoi parler le petit monde qui mourir. Je crois que c'est fort. Et je crois que c'est une histoire bien haïtienne. Et on dit que le roman, c'est le lieu de tous les possibles. Je pense que quelque part, cette histoire doit exister. Alors, je voudrais vous dire un petit peu, vous lire quelques citations que j'ai lues comme ça, que j'ai trouvées. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Un soir que je regardais Les Guignols,
de la télévision française à une émission humoristique, justement, qui rit des politiciens français, etc. Et puis, il y a eu, à propos d'Haïti, quelque chose qui ne m'a pas fait rire. J'ai fait une grimace. Il y a alors celui qui joue le rôle de Patrick Poivre d'Avor dans Les Guignols, qui dit « Haïti », alors là, il commence à exagérer avec les catastrophes. En forme d'humour noir. Hein. Écoutez, il faut qu'ils arrêtent. Alors, là, j'ai pas ri. Et puis, j'ai trouvé la réponse chez Yannick. Alors, elle dit, pourquoi nous, les Haïtiens, encore nous, toujours nous, comme si nous étions au monde pour mesurer les limites humaines, celles face à la pauvreté, face à la souffrance. Encore nous, toujours nous, comme si nous étions au monde pour mesurer les limites humaines. Et tenir par une extraordinaire capacité à résister et à retourner les épreuves en énergie vitale, en créativité lumineuse. Ça qui est belle, c'est que là, on a écrit ça, femmes, hommes politiques, militants, nous pas quitter flamme dans l'éternel. C'est ça qui est important. C'est ça qui... La reconstruction, alors elle va plus loin dans son texte, la reconstruction, la vraie, supposerait un accompagnement de qualité venu d'ailleurs. Ouais, nous avons besoin d'aide, mais aide là, son accompagnement de qualité. En d'autres termes, ce qu'on dit souvent, changer de paradigme. Un accompagnement de qualité, car, dit-elle entre parenthèses, nous avons besoin d'aide. Elle ne se voile pas la face. Mais, précisément, tenez-vous bien, pour une cure de désintoxication qui passerait par les affres du sevrage avant le long chemin vers la dignité. C'est bien écrit, mais aussi ça tombe sur le sens. Ça renvoie à ce qu'on dirait par ailleurs que Haïti a besoin d'aide, mais Haïti n'a pas besoin de tourner, ça veut dire en anglais, addict, au monde qui est dépendant de aide là. Voilà. Donc, je crois que ça c'est très important. Et elle écrit, je parlais de la relation, de la dialectique entre ce que vit l'écrivain et son métier d'écrivain. Toutes ces pages en 2 mois et demi pour dire les mots sont sortis comme des éclats d'un corps. Certains projectiles m'avaient atteint bien avant. Ah oui, on a connu des catastrophes. Certains projectiles m'avaient atteint bien avant, le 12 janvier. Et c'était ce jour-là, mais le 12 janvier, ce jour-là, ces projectiles se sont enfoncés plus profondément dans ma chair. J'en ai presque perdu le sommeil. Mais j'ai avancé, je devais le faire en dépit de mes propres failles. Voilà. L'image fissurée de son pays, eh ben, l'auteur tente justement de la recomposer. Mais je voudrais quand même vous parler aussi d'autres auteurs qui m'ont frappé dans certaines parties de leur texte. Ketliman s'écrit Aux frontières de la soif, un homme qui a quelques moyens en Haïti est recherché. C'est un oiseau rare, un gros lot en pantalon. Et comme l'argent avec lequel il achète ce plaisir facile fait vivre des familles, cet homme devient philanthrope et c'est tout mieux pour sa conscience. Et elle parle de Canaan comme d'une fleur tentaculaire qui a poussé dans la ville ruinée, assiégée par le désespoir. Mackenzie Orsel, dans Les Immortels, écrit « Je suis écrivain, c'est ce que je réponds quand on me demande ce que je fais dans la vie. » Et dans l'histoire qu'il raconte dans Les Immortels, il parle d'une prostituée qui commande un roman de lui. Et pour refaire l'histoire de la Grande Rue, et pour parler justement de cette chose
qui a tant fait de victimes parmi ces femmes dont on parlera peu. Donc, voilà, on arrive justement vers la fin. Pour dire quoi ce soir à Café Philo? Pour dire mon sentiment que la littérature n'a pas qu'une fonction ludique, elle peut avoir une fonction cognitive qui peut permettre justement à nos institutions, à nos universités, à nos intellectuels, sociologues, anthropologues, philosophes, de trouver de la matière pour étudier, comprendre l'être haïtien face au néant, le néant qui le menace à chaque fois. Je vais m'arrêter là. Merci tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, Rudy Edmé, pour cette belle causerie autour de la problématique, la littérature dans le sillage du séisme. On va donc observer une petite pause. Après, on revient avec les questions et les interventions. Papa petit qui baille la vie, on dit Saint-Esprit qui différent des au goût badagri. Yo sel Dieu en trois personnes, fait chaque personne sembler bon Dieu, avec différence que yon jour non c'est qu'il n'a allongé. La vie blingue dingue, plaisir souffrance qui descend, qui monte. La moitié l'ending dit que n'importe ça monte folle descend. Les yon moun mourir son équation des pieds coudes prend des vents, déposer dans cimetière et puis en piquer devant. Vive parce que c'est ça qui est essentiel. Sans ignorer, faut mourir, signer intention à l'anciel. Discours sous l'enfer à paradis. Déjà plein oreilles, nous n'a bouqué opiné yo l'aile pour chaque tête zoteille. Si déjà mourir, quitter l'allée. Si déjà traversé, quitter le continuer. C'est mon Dieu qui l'allait. Est-ce que tu vivant sous la terre, ma vie pour aider? Oh, non. Priez pour lui faire mes séquelles là, quitter l'allée. Enterré dans Vienat là, pour ça que pas gain l'argent, ça c'est option dernier L4 là. Gen l'autre c'est belle séquelle dorée, pour ti saisi vin adoré dans vocabulaire tonton bichat, tout mort c'est malheureux. Gen moun qui mande mourir à cause de yon moun qui mourit. Pourtant la mort pas sourit, ak sak pas prêt pour périr. Moi-même, jour malé, collecter des trois bombites, mettez DJ dans la rue même si m'prenant yon mort si vite. Tac, tic, tic, tac, chaque seconde qu'il lève pied, gen yon temps qu'a passer. Crac, cric, cric, crac, pendant que m'a levé pied pam tout, gen l'autre qu'a trépassé. Gen moun que l'amour vin pren dans salon, gen wond dans mon qui fait le marché jou clic raser talon. Gen moun l'amour prend kouti vagabond, mais gen l'autre avec respect mette M devant nol. M'pa konn ki j'aime gen pour m'aller, mais en parlant de l'amour, moi pas vle mourir sans parler. Tant qu'on vêtait ou emballé, enterrer mais si li possible pour nous en haut, n'a pas les. N'a pas les.
pour aider. Oh non, pas vite pour aider. Il est pour lui faire mes ségailles là, quitter l'aller. Oh, ça dit à connaître ça. Si il est déjà mouru, quitter l'aller. Oh, mon corps si il est déjà traversé, quitter le continent. Yes, chrétien vivant sous la terre, ma vie pour aider. Non, 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 non. Priez pour lui faire mes ségailles là, quitter l'aller. Comme annoncé au début de cette séance de Café Philo, et il faut rappeler que c'est également, ces activités se font aussi dans le cadre du 5e anniversaire du club signé Araka, et qui font à peu près le même travail, celui d'intéresser les jeunes et les gens à la lecture, aux choses de l'esprit. Et dans le cadre de ce 5e anniversaire, le club signé Araka a voulu célébrer la mémoire d'une jeune femme disparue. Et je parle de Régine Nicolas, qui a été assassinée par son copain. Et beaucoup de proches ont voulu témoigner, mais nous avons retenu ce soir, dans le cadre de cette édition de Café Philo, le témoignage de Guy Junior Régis. On l'appelle souvent l'enfant terrible du théâtre haïtien. Mais Guy Junior Régis qui va témoigner de Régine Nicolas. Je vais commencer par une phrase de Simone de Beauvoir qui dit une femme libre est tout sauf une femme légère. Et c'est quand c'est arrivé, la mort de Regina, voilà, fait divers, ça arrive souvent ici, ça arrive aussi dans d'autres pays. J'ai pensé tout de suite à toutes ces femmes, ces jeunes femmes libres dans notre milieu, parce qu'il y en a quand même dans notre milieu. On a la chance qu'il y ait des femmes libres, c'est-à-dire qui décident de leur vie, qui décident avec qui ils sont ou pas. Et malheureusement, elles n'ont pas beaucoup de chance, ces femmes-là. Une femme en Haïti ne peut pas s'asseoir dans un bar et boire une bière toute seule. Et c'est là que moi est la question de comment construire des familles, parce que c'est quand même la première cellule sociale. Pour jeunesse, c'est la première cellule criminelle, mais c'est là qu'on construit. Et donc, si on va construire une famille, ça commence déjà par le couple. J'ai connu l'histoire, j'ai vu le couple se former, c'était dans le cadre justement des 4 chemins. Une jeune fille très gentille, d'une douceur extraordinaire, qui lisait beaucoup, qui était justement dans notre milieu parce que c'était un milieu des lettres, un milieu où il y a des discussions là. Dernière fois que j'ai vu Regina, et je ne sais même pas pourquoi on m'invite ici exactement, c'était ici et Yuri tournait autour d'elle. Ils n'étaient plus ensemble. Voilà, merci. Merci. Merci pour ce témoignage, Guy Junior Régis. On revient au débat, on revient au sujet du jour. Je rappelle qu'on parle de la littérature dans le sillage du séisme, et Woody Edmé est notre invité, notre intervenant ce soir. Et on va appeler il y a déjà plusieurs personnes qui veulent poser des questions. On retient pour le moment trois de ces personnes-là. Mais je voudrais, avant toute chose, demander à Woody rapidement, est-ce que cela arrive que la littérature provoque aussi les catastrophes? On se rappelle bien de Franck Etienne qui dit avoir provoqué le tremblement de terre. Bon, je crois que Franck est un provocateur aussi. Je pense que il y a dans... Je ne pense pas que la littérature... Alors, ça peut me faire penser à une fameuse question. Que peut la littérature? Je crois qu'elle peut beaucoup, mais en même temps, elle a beaucoup de limites par rapport à la situation d'analphabétisme qui existe,
et par rapport au fait que tout lecteur n'a pas accès tout de suite au texte, puisqu'il faut parfois décrypter le texte, donc ce qui n'est pas toujours évident. Donc, est-ce que la littérature provoque des catastrophes? Je ne pense pas, à moins qu'on considère Menkaf comme une œuvre littéraire, j'en doute. Voilà, et on appelle Noël Isaac pour la première question. Et s'en suivent James Junior, Jean James Junior et Dossou Evans. Moi dis bonsoir à tout le monde, et spécialement avec intervenant nous, Woody Edmé. Et ça fait mal à soi en pile parce que en pile fois on parlait de littérature, de en pile l'autre bagaille qui gagne, mais surtout la famille va prendre place. Je prends le soin à soi pour me féliciter. La famille qui a fait gros efforts. Pour éduquer petit yo, garçon et femme, conséquent, yo kabay yon l'autre allure avec pays. Je pense que les ballons à soi doivent reposer sur la famille. Parce qu'après les catastrophes du 2 janvier, avant même, vers les années 80, et après chute du Valérissa, la famille a commencé à gagner en pile déchets, en pile famille a commencé à détériorer. La catastrophe du janvier a fait que la famille est désorientée. Et nous venons joindre Timoun qui a fait Timoun, et les camps juvéniles, nous venons joindre un paquet de bagailles. Parce que nous devons repenser sur la famille, pour que ça assoie la famille, pas une bagaille ou parler à travers la littérature dans le sillage du séisme, pour que ça la famille pas une place. Question m'en adressée à vous-même et à chaque monde qui l'a, parce que la famille doit rejoindre place parce que c'est moteur de toute société. Merci. Dis tout le monde bonsoir. Et je salue le conférencier, je dis merci pour la conférence tantôt, puisque je me trouvais très éloquent et puis j'ai une bonne connaissance de littérature, spécialement littérature contemporaine. Question que je me pose, c'est, au table de littérature, pas de souci ça. Souci comme si pour le défendre, exactement. Mais là, on a regardé 12 janvier par rapport à ça, auteur écrit, ça, Yannick Lain écrit, ça, Mackenzie Orsel, etc. Est-ce qu'on parle la même lignée, ça, avec écrivain antillais qui est Raphaël Confiant, qui c'est un écrivain qui, dans la créolité, qui te dit que la littérature doit servir à quelque chose. Je me demande, est-ce que le monde ne pas le même paradigme ça, dans la littérature là? Merci beaucoup. Bonsoir avec tout le monde qui est là et bonsoir de l'intervenant. Question pas maintenant tout de suite, c'est sous citation qui a été de Yannick Lain. Il a invoqué que ONG, bien qu'il ait besoin d'aide, il n'a pas besoin d'aide seulement. Ou dit, mon yo t'a supposé lire ça Yannick Lain dit, mettez ça Yannick Lain dit en évidence. Donc, est-ce que vous n'avez pas lu? Comment est capable de faire comme ça? Question dans ça. Si vous parlez, comment vous êtes capable de faire un bagage comme ça? Je pense que nous ne pas parler de la famille en particulier, mais tu sais, dans tout texte, en général, il y a parlé d'individus, il y a parlé de famille, il y a parlé de petits gens qui prostituent tête, qui peuvent survivre. Texte canard aux frontières de la soif là. Il a parlé justement de Daniel Laferrière dans Tout bouge autour de moi. Parler en pile de cette famille là qui d'un côté a gagné la province parce que la grève faut jeter yo séparation monde qui pas contre côté l'autre yoyé. Je pense que tout ça a été dit. Et tout ça a été décrit dans le roman. Je t'invite à relire, ou si tu n'as pas encore lu, à lire, et on va prendre compte justement que la famille, le pays d'Haïti, le territoire haïtien est au centre justement de ça. Et comme toi tu es jeune, je reprends un petit peu ce que tu viens de dire, effectivement ce soir, publiquement, peut-être il faut les rendre un hommage à tous ces gens qui ont perdu des personnes, soit un fils, soit un mari, soit une fille, etc., et qui ont continué à vivre. Je pense que dans le 12 janvier, on a une pensée particulière pour eux. Mais ne t'inquiète pas, dans la littérature, on en parle aussi. Deuxième question, sous souci de défense. Là. Alors, il y a un débat sur est-ce que littérature engagée, littérature pas engagée. En pile, écrivains ont refusé de rentrer là-dedans. Mais la plupart d'entre eux ont accepté justement que
l'écrivain ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, c'est peut-être soit il y a autant de livres qui écrits sous séisme, autant de livres qui écrits sous dictature, autant de livres qui écrits sous des autres problèmes que nous gagnons, situation paysannerie. Donc on ne peut pas reprocher aux écrivains haïtiens d'être dans une tour d'ivoire. Les écrivains haïtiens sont bien dans le vécu, sont bien dans ce que les experts, entre guillemets, appellent les référentiels. Donc là, il n'y a pas de doute, la littérature haïtienne est une littérature quasiment de terre brûlée. Et maintenant, Talon dit, est-ce que la littérature a droit de servir en bagaille? Troisième intervenant dit, mais si mon yo pas li. Alors, il y a un problème de li vraiment, et en même temps, il y a un problème de li mal tout. Je pense que malheureusement, bon partage en bagaille avant que me partager tout à l'heure avec tout le public là. Si Samy, c'est possible que rapidement. Vas-y. Et c'est une description que Yannick fait sous salrelé l'homo politicus. Je pense que nous comprenons dans le contexte que nous vivons là. L'homo politicus, quand il n'est pas au pouvoir, doit affronter un certain nombre de difficultés majeures. La première est la défiance endémique de la population, dont certains, semble-t-il, n'ont pas encore mesuré le poids énorme. Bon, on n'a pas regardé que 70% de monde parle voter, c'est un bagage qui doit interpeller nous. Défiance qui suscite un penchant évident pour les mouvements électoraux spontanés et éphémères, plutôt que l'implication dans des partis politiques dont la vocation est précisément de s'organiser et de s'inscrire dans la durée. La deuxième difficulté tient dans les obstacles qu'immanquablement tout pouvoir en place dresse sur le chemin de l'opposition. Dresser des obstacles constitue une des activités de prédilection des pouvoirs en place. La troisième difficulté, et non la moindre, tient dans la précarité. Comment arriver jusqu'au gâteau national quand on a peu de moyens et que les campagnes électorales deviennent de plus en plus coûteuses? Bon, bah, on est moi-même. Ça, c'est des interrogations qui sont fondamentales. Donc, je crois que romanciers, romancières, écrivains, poètes haïtiens, yo, très en dedans réalité haïtienne. Je crois que Evelyne Touyo, dans une interview qu'elle a fait dans un congrès qui était gagné en Porto Rico, alors un journaliste français qui a parlé de rapport avec le pays d'Haïti. Et puis, mademoiselle dit, mais le problème, c'est que je n'ai pas fait un pile effort parce que je porte Haïti en moi. Donc, quelque part, écrivain gagnant, je ne peux pas avoir de doute sur la relation entre écrivain haïtien et lecteur sur question pays. Voilà, et on a quelques autres questions de la part du public. Mais juste avant, si tu permets, Woody, on a l'impression aussi que de nos jours, le thème catastrophe dans la littérature est devenu aussi matière à prix littéraire. On cherche le concours à travers des thèmes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je pense que c'est pas évident. N'importe qui écrit sur la catastrophe ne peut pas avoir un prix. Et c'est un premier point. Deuxième point, alors moi me dit ça, j'aime ta question. Moi me dit que par exemple, il n'y a pas de littérature engagée, on guitariste ou bien de artistes engagés, n'importe qui monde pas faire Mano Charlemagne ou bien Willy Saint-Louis. Si on prend une guitare pour faire mon grand goût, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Il faut un texte. Parce que le monde n'a dit ou refuser peuple à revendiquer, pourtant mes gros blocs beurre c'est pain wapton. C'est une très belle image pour parler de privilèges. Donc moi je pense que n'importe qui, même s'il t'avait considéré la catastrophe comme un filon, pas qu'à utiliser lui pour gagner un prix. C'est pas évident. Voilà, Tiaké pour la deuxième série de questions. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rodi, bonsoir Samy. Et je ne serai pas trop long.
Et je dis, c'est un rappel. Je vois que dans certaines sociétés et ailleurs, il s'est créé une mémoire collective autour d'un événement ou une suite d'événements. Je peux exemplifier le cas états-unien où et le 11 septembre est resté une date, soit fatidique, mais qui stimule les générations d'après, d'accord, à se préparer à toute éventualité de la mesure où cela pourrait se passer. Parce que cette superpuissance s'est vue fragilisée en un jour. Et ce jour-là est commémoré et il participe d'un rappel. Aujourd'hui, comme je vois chez nous que tout s'en va sans trêve, et ce 12 janvier, qui devrait être un jour capable de rappeler l'homme haïtien, cette solidarité organique qui a été forgée le jour même ou après, et le 12, eh bien, on a tendance à faire disparaître ce jour dans, si vous voulez, la mémoire collective haïtienne. Et cette littérature dans le sillage du séisme ou des secousses telluriques, alors n'est-elle pas en mesure de codifier ces textes en une certaine ontologie capable d'influencer ceux qui pensent seulement à la politique en tant que politicard ou politicien, sans toutefois penser à harmoniser, si vous voulez bien, et ce que j'appelle une pensée fondatrice capable de permettre à Haïti d'aller d'avant. Donc la littérature a un travail à faire. Donc Oudi, je vous salue et je vous demande de saluer mon professeur, votre femme, Madame Oudi Edmé. Au revoir. Merci. Je salue tout le monde et notamment l'intervenant, le panéliste. Moi, je me pose des questions qui vont bien sûr dans le sens des questions déjà posées. Et comme le thème de ce soir, c'est la littérature dans le sillage du séisme, une simple remarque nous ferait comprendre que depuis toute l'histoire littéraire haïtienne, il n'y a jamais eu une tranche de cette histoire-là qui a été aussi récompensée. C'est-à-dire de 2010 à 2016, les écrivains ont reçu plus de prix, que ce soit national ou international. Je suis en train de me poser comme question, est-ce que finalement, littérature, comme nous l'entendons dans le mot, dans le sens le plus simple, c'est-à-dire production de poésie, de romans, de fiction, etc., est-ce que ce n'est pas ça qui est déjà une faille dans la production en Haïti, dans la production intellectuelle de manière générale en Haïti? C'est-à-dire nous assistons à une surproduction littéraire, donc plus de romans, plus de poésie, plus de théâtre et de manière générale plus de fiction, mais très peu d'œuvres scientifiques. C'est-à-dire je ne vois pas de personnes de prix pour des mathématiciens, pour des physiciens, pour des anthropologues par exemple. C'est comme quoi dirait Haïti ne pourrait être saisi désormais que par des œuvres littéraires. Je pense que déjà ça devrait interpeller beaucoup de gens qui réfléchissent justement sur la production de manière générale, production littéraire, intellectuelle dans le siège haïtien. Et dernière chose que je voudrais vous demander, est-ce que en Haïti, ce surplus ou ce surcharge de production littéraire n'est pas comme, si vous voulez, un cadeau fait par pitié, un cadeau fait par philanthropie, je ne trouve pas le mot précis. Est-ce que par condescendant justement, est-ce qu'il ne faut pas questionner la qualité littéraire de cette surplus de production littéraire? Il y a une dernière question. Philippe Augustin. Je dis bonsoir à l'intervenant, bonsoir au présentateur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé Caraïbes et bonsoir à tout le monde. Question PAMNA sont questions qui plus aller dans le sens de toi, l'autre question posée déjà. Mais là, comme là, je regardé le thème, il y a parlé de littérature, il y a parlé de sillage, il y a parlé de séisme, il y a parlé de production littéraire. Ça veut dire qu'on produit une production littéraire, effectivement. Maintenant, il pose des questions, est-ce qu'il n'y a pas qu'à lire?
cette littérature est-elle accessible à la majorité de la population? Si nous regardons des sociétés haïtiennes, dans la stratification, au pourcentage de paysannerie, qui n'ont pas accès à la littérature, ça. Moi-même qui vis dans la technologie, par exemple, il faut avoir accès à lui de tous côtés, et particulièrement dans la technologie. Or, il est extrêmement difficile pour joindre une littérature haïtienne, moderne, à travers Internet, par exemple. Il n'est pas difficile. Donc, si cette littérature elle est accessible à une minorité de la population, à quoi elle sert à la société? Merci. Je peux commencer? Allez, trois questions intéressantes. Premier, c'était, est-ce que tu peux m'aider? C'était, je crois que, oui, côté, il t'a parlé de travail qui pour fait pour que catastrophe là, aux États-Unis, 11 septembre, produit un pile d'œuvre, et puis autour de 11 septembre, eh ben, vient gagner des suivis qui fait. Le problème, c'est le problème des institutions. Fondamentalement des écrivains tout bagaille. Le problème, c'est le problème de qui est-ce qui a fait au l'air et qui est-ce qui a mis bagaille ça yo. Parce que le pays que l'étape cité tout à l'heure, son pays qui a des grosses universités, son pays qui gagne un pile monde qui a fait film, son pays qui gagne dernièrement comme regarde un film sur avion pas crasé dans Pentagone non, j'en ai mis ça en scène pour montrer que passagers qui t'a prend pilote qui t'a attaqué terroriste, c'est des héros. Les États-Unis font tout pour créer une image, le fameux texte de Moby Dick. Il y a toujours la menace, et par rapport à la menace, il faut se préparer. L'Union soviétique est effondrée en 91. Vous connaissez que très vite, la télévision américaine présente une nouvelle menace qui viendrait des extraterrestres. Les États-Unis, depuis Moby Dick, ne peuvent pas vivre sans menace. Ils ont besoin de la menace. Pour justement, la menace, c'est un challenge. Son challenge. Pour eux-mêmes, priorité camper et pour eux dire apprêter première puissance du monde. Mais nous-mêmes, gon bagay que nous nous compte que nous fait sans le vouloir. T'as un intervenant qui parlait qui dit est-ce que c'est pas condescendance les écrivains nous pris? Attention, ne tombons pas dans le déclin, dans l'autodestruction de soi encore plus. Petit sac pour nous, on kembel pour nous. On nous pas rentrer dans l'homme prix littéraire, c'est sûrement un bagage exotique. Ça, c'est dangereux. Parce que ça fait partie justement de cette image qu'on a projetée de nous, que nous n'avons pas qu'à faire, et qui fait que quand on est là, nous-mêmes nous retrouvons dans la reprojeter image ça. Ça, c'est du désespoir profond. Faites attention. Mais cependant, il y a un bagage que l'intervenant dit qui est très important, que je t'ai signalé. Il dit que on peut parler de surproduction. De surproduction, il n'y a pas de surproduction. Nous pas assez comparer avec de l'autre pays, tout pour la République dominicaine, nous pas aucune surproduction. Maintenant écrivain tout en pile jeune dans salle là qui gagne des textes qui t'a écrit. Il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de monde qui pour garder texte yo. Il y a des écrivains qui débordés par des manuscrits, il n'y a pas de temps lire. Nous avons jeunesse capitaine quand vie écrit, nous pas de surproduction, au contraire. Nous manquons institutions pour encadrer, nous pas de maison d'édition. Ils coupent les ailes nous. Faut nous réfléchir et puis attention, gomba que te dit à propos de mathématiques, de sciences. Ça n'a pas concerné l'écrivain, ça a concerné l'école là. Ça a concerné l'université. Ça a concerné le pouvoir public. Ça n'a fait pour que, si nous avons pris féminin en littérature, si nous avons pris Carbet, si nous avons pris Médicis, pour que ça ne soit pas un medal field en mathématiques. Nous sommes capables de medal field en mathématiques. Nous avons des jeunes haïtiens qui partent récemment, eh bien, qui font doctorat en chimie, un doctorat, que justement, meilleure thèse doctorat au Mexique. Nous avons des gens qui sont capables, mais il faut la faculté des sciences la renforcer. Oui, il faut faculté, l'école normale la renforcer, il faut étudier pas tout le temps dans là où il y a cherché un local. Je pense que c'est des bagages comme ça pour nous penser et qui sont pensés à l'échelle d'un pays, qui sont pensés à l'échelle d'une vision dont parlait le premier intervenant et qui demandaient justement
que ça nous lit dans le roman, yo, capable, son rêve lié. Maintenant, les techniques disent, I have a dream. Roman, c'est rêve pas nous. Il y a des projections que nous avons, que la littérature a fait, mais que l'autre institution doit faire. Et je crois qu'un dernier élément. Il y a un autre aspect aussi dans la question de Kirby qui disait cette surproduction d'œuvres littéraires, c'est comme si Haïti ne pourrait être saisi qu'à partir de ces lunettes-là. Et Haïti, comme quoi on n'aurait pas d'autre façon de saisir Haïti à partir des décès, par exemple. À partir de décès. Des essais. Il se trouve que c'est malheureusement vrai. C'est pas. Il se trouve qu'il y a une réalité que la fiction ou la poésie ou le roman, c'est la pierre de. C'est notre avantage comparatif, comme on dit en économie. D'accord. Maintenant, il faut d'autres éléments. Maintenant, notre ami artiste et guitariste, je ne sais pas s'il est guitariste, mais je pense l'avoir vu jouer à la guitare. C'est encore quelqu'un qui, je le connais beaucoup plus comme artiste que comme responsable de la technologie. C'est pas faute moi. D'accord. Mais Mkadzoumba est intéressant. Ce serait intéressant que, par exemple, technicien qui pas joindre texte sur Internet là, eh bien, on font bail sous ça. On met texte. On fait des associations, des groupes pour mettre texte sur Internet. Parce que le problème du pays, c'est que nous sommes en situation de consommation tout le temps. Il faut nous capables. Si nous avons ça, par exemple, mon cher, moi, indien, vénézuélien, moi, ouais, plein soap opera dans la télévision. C'est-à-dire, ça, c'est le soft power de pays tant que l'Inde, Brésil, eh bien, c'est les feuilletons. Nous avons tellement de textes écrits qui sont bons qu'on pourrait mettre en feuilleton. Il faut pas faire ça. Mais mes amis, normalement, dans écrivain, pour les mêmes tout, pour le cinéaste, pour les professeurs d'université, pour les en même temps, pour la remplacer l'institution. C'est pas ça qu'on a dit là. On a dit que nous gagnons des bagailles que nous bons là-dedans, il faut que nous poussions en même temps. Mathématiques, physique, chimie, c'est des bagailles pour nous pousser tout, parce que nous avons besoin même des Haïtiens avec Medalfield. Et nous avons d'excellents mathématiciens qui, malheureusement, n'ont pas un encadrement pour pousser puis devant. Ouais. Il y a le problème de l'analphabétisme qui était posé aussi dans la question de Philippe Augustin, comme les paysans qui ne savent pas lire. Oui, le problème que Philippe Augustin a posé est un problème réel, c'est un problème qu'on peut faire justement au pays, à la société, à l'État. Malheureusement, ce n'est pas un problème qui concerne les écrivains, mais qui concerne justement... Et c'est ça le problème du pays. Il y a une douleur. Il y a un jeune qui parlait de douleur tout à l'heure, mais moi, j'ai une douleur, ça a tout. Et c'est question de... Chaque fois que nous avons des gens qui mourent, son perte, certes, mais son perte terrible. Pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas mettre l'école à l'université pour remplacer. Et ça, c'est son problème. C'est-à-dire que chaque fois que nous gagnons François Latour, chaque fois que nous gagnons Hervé Denis, chaque fois que nous gagnons des gens qui dans différents domaines, te signalé, eh bien, je me sens très triste de voir parfois pauvreté de spectacle que des jeunes avec zongnu à PC fait parce que transition n'est pas faite entre ça et les cadors de l'art ou du théâtre haïtien et ces jeunes qui essayent avec leurs ongles de produire du spectacle. C'est une question institutionnelle qui regarde l'école, qui regarde l'université, qui regarde les pouvoirs publics. Oui, très bien, Rudy. Je voudrais, juste avant de mettre fin à cette séance de Café Philo, revenir un tout petit peu sur la question de Ismaël de Kirby, qui faisait justement ce parallèle entre l'écriture littéraire, les œuvres littéraires, et qui est une façon de saisir Haïti, de saisir le réel, mais aussi les essais, les textes de pensée, et qui sont aussi une autre façon de saisir Haïti, pour lui dire tout simplement que il y a peut-être une plus grande médiatisation des écrivains littéraires
mais on a quand même connu une tradition intellectuelle assez importante dans ce pays, notamment au 19e siècle. On a connu beaucoup d'auteurs de pensée, je pense à Anténor Firmin, Delorme, et on a quand même eu une tradition d'ethnologues dans ce pays, Michel Wolf-Trouillot, dont on a parlé ici. Donc vraiment, il y a une pensée haïtienne qui est écrite aussi, heureusement, mais qui n'est pas suffisamment véhiculée. Je ne pense pas qu'il y a un surplomb du littéraire c'est peut-être la faute aux médias, mais cette pensée haïtienne, elle existe bien et bien. Tu as raison, Samy. Michel Wolf-Trouillot, Laënec Urbon, Jean Casimir, il y a toute une pensée. Et puis, une jeune anthropologue haïtienne de la diaspora qui s'appelle Gina Athéna Ulysse, d'accord, justement, qui a écrit un texte sublime, Haiti needs new narrative. Haïti a besoin de nouveaux récits. Et d'un point de vue pas littéraire, mais anthropologique. Merci. D'accord. Et on remercie le public d'avoir fait le déplacement. On remercie également notre intervenant Woody Edmé pour cette première édition de Café Philo assez riche. On salue également les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent depuis leur petit écran. Eh bien, on se donne rendez-vous à mardi prochain pour un autre Café Philo encore plus chaud et encore plus goût. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Yes, maman, jeunes avocats, c'est isolé. En balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, jeunes avocats, c'est isolé. En balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, jeunes avocats.